Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Ça, elle a du bagou. Paul Meillat, le skipper avec qui elle travaille, a eu raison de me conseiller l'épisode 6 des vidéos de The Ocean Race. C'est pas Marseille, bébé. Il faut la voir, je vous jure, j'en ris encore. Elle est drôle, chercheuse, architecte, globe-trotteuse aussi, bosseuse beaucoup, efficace, passionnée, et elle tchatche donc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que son métier ne se conjugue pas très souvent au féminin. Directrice technique et ingénieure au bureau d'études. C'est ce qu'elle occupe comme poste au sein de l'équipe Biotherme. Autant dire qu'en cette année 2024, il y a un grand objectif cet automne. Au début, cette Bordelaise s'est lancée dans un master à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Son sujet d'étude, les villes connectées. Et puis Brest et l'architecture navale l'appellent à leur tour, parce que la mer, c'est quand même sa passion, une passion transmise petite par son papa. Alors les smart cities américaines devront se passer d'elle. Deuxième diplôme en poche, elle part en Espagne comme manager technique dans un chantier naval et puis c'est le monde qu'elle décide d'aller regarder de plus près. Plusieurs mois à découvrir l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est et même le tour de la Méditerranée sur son bateau. Après, il y aura d'autres aventures, notamment avec Arkea Paprec comme ingénieur du bureau d'études et puis aujourd'hui chez Biotherme. On le disait, l'objectif cette année, c'est le Vendée Globe pour l'équipe. Elle l'envisage comment d'ailleurs, elle, cette année 2024 ? On va lui poser la question. Alizé Vauquelin est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Alizé. Bonjour, Tout va bien ? ça va, en plein chantier. Si je te dis, ça c'est ma question rituelle, tu sais, celle qui commence toujours le début de Navigante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi ? Qu'on s'est beaucoup amélioré, que ça va beaucoup mieux, que ça fait plaisir de voir que ça devient normal. Et donc faut continuer comme ça. Parce que tu trouves que c'était pas normal avant ? Non, bah c'est jamais normal de ne pas avoir d'équité, je pense. Surtout dans des endroits où il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste qu'on a habitué les petits garçons à faire, dans mon cas, c'est plutôt de l'ingénierie et de la technique. Et en fait, les femmes peuvent très bien le faire. Et c'est bien d'avoir un peu de mixité. Bah, on va en parler, surtout que chez Biotherme, vous êtes pas mal en termes de mixité, justement, je crois. Je pense notamment à Marine Legendre aussi, qui est team manager. Ça ressemble à quoi l'ambiance et l'état d'esprit dans l'équipe, justement ? Bah, en fait, au final, ils aiment bien, les gars, d'avoir des filles. Oui, ça leur fait du bien. Et ouais, donc Marine en team manager, en fait, il commençait à y en avoir pas mal des team managers femmes. Sur la Thor, elles étaient 3 ou 4, 4 presque. Donc c'est super intéressant et on s'entend tous bien, ça fait du bien. Allez, on va commencer par le début. Ça commence où et comment ton histoire d'amour avec la mer et avec la voile ?
Ça commence peut-être dans le ventre parce que mes parents ont toujours navigué en croisière. Et ensuite, c'est de la croisière, c'est aller le week-end, même en hiver, chose que je détestais, à La Rochelle, faire du bateau. C'était quand même 2 heures de route de Bordeaux. Et au final, j'avais du mal parce que moi, je préférais le skate. Mais au final, je suis revenue à la voile. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui te plaisait? Même si, voilà, aller faire de la croisière l'hiver, il fait froid, c'est pas forcément agréable quand on est petit. Je dirais que ce qui plaît, c'est le fait de voyager, le fait d'aller quelque part, découvrir des endroits, de pouvoir se poser dans des endroits magnifiques. Donc en fait, c'est vraiment la croisière qui me plaît à faire. Par contre, à réaliser, c'est le concept, la performance, le défi, et surtout le défi tour du monde. Je dirais que je suis beaucoup plus intéressée par le concept de l'offshore, parce qu'en fait, c'est le fait d'aller loin avec un voilier. On parlait de tes études, d'architecte. C'était quoi la volonté au départ? Pourquoi ces études-là? Je sais pas vraiment, je dirais, mes deux parents sont matheux. Donc j'ai grandi dans un monde très scientifique et j'ai l'impression qu'architecture c'était un peu un entre-deux, entre l'art et les maths. Qu'est-ce qui te passionnait? On parlait des villes connectées, c'est intéressant ça comme, concept. Ouais, Qu'est-ce que tu allais chercher là je sais comme pas du tout. sujet d'étude? Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Non, j'ai fait mais en fait c'était un master où on en faisait un peu de Sciences Po. Ça m'intéressait beaucoup parce que j'aime beaucoup le côté un peu analyse sociale, urbanisme. Je sais pas vraiment pourquoi les villes connectées, surtout que je peux pas mal les critiquer maintenant, mais je pense que justement je savais pas vraiment ce que je voulais et c'est à la fin quand j'avais mon diplôme que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi exactement les villes connectées? Ça, c'est pour, ma culture personnelle, hein. Peut-être que ceux qui nous écoutent, sont un peu comme moi, on sait pas forcément tout bien. Bah, c'est justement très flou, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, en fait, dans mon diplôme, enfin, quand j'ai passé mon diplôme, je les ai pas mal critiqués, hein. C'était l'idée de C'était le problème un peu de la big data, du fait qu'on puisse tout enregistrer. Par exemple, je sais pas, il y a des poubelles qui vous envoient des pubs. Et en fait, en vous envoyant des pubs, c'est en Angleterre, ben, elles vous tracent. Donc, elles savent où vous êtes tout le temps. Donc, voilà, c'était ça la critique. C'était plutôt les villes où tout est informatisé, où on peut, avec l'application, avec le téléphone, tout faire. Mais en fait, il y a des mauvais côtés. Donc, il y a des bons et des mauvais côtés. Bon alors avant qu'on parle de la suite, hein, de cette bascule, où tu te retrouves après à aller faire de l'architecture, navale. Ceci dit là, cette 1re partie d'études, ça te sert aujourd'hui? Ouais, absolument, c'est la gestion de projet. On apprenait à faire un projet, à monter un projet, à le présenter. Il y avait beaucoup de dessins, donc ça c'est du logiciel, donc c'est comme quand on dessine des pièces. Et surtout, on bossait jour et nuit comme des débiles. On faisait des maquettes, le lendemain on nous disait qu'elle était nulle, il fallait la refaire. Et ça nous apprend à gérer ce qu'on fait ici aussi quand il y a des problèmes sur les bateaux. À encaisser. Donc on le disait, il y a une bascule, hein, on passe des smart cities au chantier naval, hein, je grossis le trait, bien Ouais. sûr. Bon alors déjà, comme quoi on peut changer d'avis dans la vie, c'est possible. Et qu'est-ce qui alors au-delà du fait de se poser la question de: «Qu'est-ce que je vais faire avec ce diplôme-là?» Pourquoi c'est l'architecture navale qui l'a emporté finalement? Alors, pour essayer de le résumer rapidement, ce qui s'était passé, Ah mais c'est tu que le temps, vas-y, je suis tranquille. partie je suis partie en voyage en fait après mon diplôme parce que déjà j'avais envie de voyager et je suis partie au Canada et j'étais au Québec et en fait je suis tombée sur la Québec-Saint-Malo. Le départ de la Québec-Saint-Malo. On est allé la voir parce que mes amis savaient que j'aimais la voile. Et en fait, on va la voir et sur les petits panneaux qui étaient devant chaque bateau, il y avait marqué architecte de points et le nom de l'architecte. Donc dans ce cas-là, on était dans un bateau de Guillaume Verdier. Donc il y avait marqué architecte de points Guillaume Verdier. Et là, tous mes amis qui sont en architecture aussi, qui étaient architectes, me disent bah voilà, pourquoi tu fais pas ça? Et je leur dis mais non les gars, c'est pas ça enfin ils marquent architecte, mais en fait c'est pas des architectes. Enfin c'est pas ça. Ils sont plutôt ingés. Et du coup, je suis rentrée ce soir-là, j'ai tapé architecture navale. Donc je crois que c'était déjà le matin en France ou quelque chose comme ça, et j'ai trouvé l'école de Brest et je leur ai envoyé un mail disant que j'étais complètement en retard et savoir si c'était possible de commencer la formation. Et ben j'ai eu une réponse le lendemain, je crois, et j'ai eu un appel qui était à 4 heures du mat pour moi. Donc je me suis réveillée, j'ai fait l'appel et ils m'ont dit bah ouais tu peux venir. Donc je me suis retrouvée en école d'ingé à Brest, du coup en septembre,
suivant, quoi. Donc on était en juillet, je pense, quand j'étais au Québec. Donc c'est ça qui s'est passé un peu. Il y avait la volonté, pour toi déjà de se dire que, tu allais travailler dans le monde de la course au large? C'était l'objectif en faisant ces études-là? Je sais pas si c'était clair ça, mais c'est sûr que bah, j'ai grandi sur la côte atlantique quand même un peu. En CE2, on a suivi le Vendée Globe, ça me fascinait. Enfin, donc il y avait quand même le Vendée Globe dans la tête, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Tu nous parles un peu des 3 ans en Espagne, là, au chantier naval, donc c'est, Mestral Marine Works, je crois, ça C'est s'appelait, ça, ouais, ouais, c'est ça. heu, C'était en Catalogne, en à Catalogne. côté de Je disais Barcelone. que un chantier naval, c'est ton truc. Tu te sens bien dans un chantier naval, non? Bah, ouais, c'était vraiment sympa. On se sent bien avec. En fait, c'est une petite famille. Parce que c'était un petit chantier, on parle pas de chantier comme Multiplast, etc. Et en fait, on allait du dessin du bateau, enfin du dessin avec l'architecte, mais on parlait avec lui du dessin, on cherchait des clients. Donc en fait, c'était tellement, on faisait de tout. Je m'occupais des clients, je m'occupais des ouvriers, je les aidais pour faire les plans, je trouvais le matériel. Enfin, c'était super intéressant. En fait, c'est là que j'ai énormément appris. Et ouais, je me sentais à la maison, quoi. Comment on est, quand on est une, je mets des guillemets bien sûr, hein, une petite Française, fraîchement diplômée, femme, qui plus est, à se retrouver, là? On fait ça tu as réussi à faire ta place, facilement? Ça a été une évidence? Ben, mes parents m'ont fait faire allemand, donc j'ai jamais fait espagnol. Donc je suis arrivée en Espagne, à un endroit où je me suis dit waouh, je parle pas espagnol, et en fait eux non plus parce qu'ils me parlaient tous en catalan. Donc ça a été un sport, c'était pas mal, c'était très intéressant. Et en fait, alors là-bas par contre, c'est là où je dis, je suis contente de voir maintenant des femmes, en tout cas en Bretagne, il y en a beaucoup, je trouve, dans la course au large, mais il commence à y en avoir beaucoup parce qu'en Espagne, c'est néant. Enfin, vraiment, là-bas, il y a plusieurs chantiers, il y a des chantiers de renom, ils font des bateaux de course plutôt inshore. Euh, et les TP52 par exemple, etc. Et j'ai vu très peu de femmes. Je crois que j'en ai pas vu même en chantier. Donc là-bas, c'est sûr que c'est différent, mais en fait, ils ont été vraiment super sympas. J'ai gardé des super relations avec eux. J'ai beaucoup appris. Non, en fait, ils m'ont accompagné et c'était presque mieux dans certaines situations parce que j'avais l'impression que des fois, ils auraient pas aimé entendre des choses que moi, si je les disais, ben, ok, allez, ça Ça passe. passait Parce mieux? que il y avait ils se rentraient moins dedans, quoi. C'était pas un tête contre tête. Donc super, super positif. Bon et puis alors après, ça j'adore, hein, on lâche tout pour l'instant et puis on va découvrir le monde. Ouais, j'ai souvent cette envie, ouais. Oui, oui, c'était top. Tu as été où alors? Parce que je l'ai un peu dit dans l'intro, mais où est-ce que tu as été? Ça s'est passé comment? Tu es partie avec ton sac à dos et on Ouais, va à la découverte? je sais même plus l'ordre. Je crois que ça a commencé. J'ai commencé avec le kata de mon père qu'on avait retapé justement au chantier où je travaillais. Et là, je suis partie, on a fait un tour, ouais, on a fait surtout Baléares. Et ensuite, j'ai convoyé un bateau de Marseille pour l'amener, pour faire la Middle Sea Race. C'était très intéressant, parce que je suis pas du tout régatière. Ça veut dire descendre, Sardaigne, Sicile. On a pris notre temps pour un peu profiter. Sardaigne, Sicile, Malte, et ensuite Middle Sea Race. Donc ça, et ensuite je suis partie à plusieurs endroits. Donc il y a eu le Pérou, il y a eu le Brésil, ouais, c'est principalement ça. En fait, mon idée c'était d'aller dans des endroits, rester un peu plus longtemps que quand on part un mois, et faire du kite dans ces endroits. Voilà, un peu par plaisir. Niveau complètement débutant, mais c'était sympa. Et ensuite, je suis partie en Asie. Là, j'avais prévu de rester au moins 6 mois. Cambodge, Vietnam, Philippines, et Thaïlande avant. Et en fait, Philippines, je me suis retrouvée confinée. Parce qu'il y a eu l'idée du Covid qui est arrivée là dans le monde, et donc mon tour du monde s'est un peu arrêté. Donc confiné aux Philippines, sur des îles. En plus, on était dans les plus compliqués à rapatrier. Et du coup, j'ai passé quelques temps là-bas avant d'avoir un avion français qui nous a ramenés gentiment à la maison. On sort, grandi comment de ce genre d'expérience? Bah, c'est génial, on découvre le monde, on voit que, en fait, tout est différent et en même temps tout est pareil. On a juste envie de repartir.
Euh, je pensais m'ennuyer. Mon ancien chef de chantier en Espagne m'avait dit dans 2 mois tu m'appelles pour rebosser. Et en fait, j'ai tenu 10 mois et c'est le Covid qui m'a ramené. Euh, donc c'est génial, ça apporte énormément. On comprend qu'on est très bien en France. Ça, je le dis très souvent. Et en fait, ça donne envie de repartir. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de repartir en travaillant dans les endroits où je pars pour vraiment connaître et comprendre en fait comment ça marche. Et j'ai une question aussi, quand on sort de ses études, qu'on a bossé pendant 3 ans, ça fait pas un peu peur de couper comme ça pendant 10 mois dans l'idée de se dire, «Oh, est-ce que je vais retrouver du boulot, derrière? Est-ce que c'est vraiment le bon moment, pour partir?» puisque finalement je commence un peu ma carrière? Ben, je crois que je me la suis pas du tout posée. Je pense que enfin, en fait, au final, je me disais, je trouverais bien quelque chose, même si c'est revenir dans l'architecture, parce que je voyais mes amis dans l'architecture, il y a du travail, c'est galère, mais il y a du travail. Euh, donc je me disais, je ferais bien quelque chose, c'est pas grave, et au pire, je repartirais sur le bateau à rien faire en attendant, à voyager, parce qu'en fait, ça coûte pas si cher de ne rien faire et de ne pas avoir de logement. Quand j'ai la chance d'avoir évidemment le bateau à disposition. Donc c'est peut-être une réflexion un peu bourge de se dire ça, mais j'avais la chance. J'ai cette chance et je me suis dit bon, on tente et on verra. Et là, je suis prête à le refaire à tout moment. Donc tu es forte de cette expérience-là. Le Covid va mettre un terme. Bon, voilà, c'est comme ça. Hem, Arkea, comment tu te retrouves, à bosser? Et ben en fait, donc je reviens en France. Donc là, je passe un peu de temps à Marseille sur le bateau et finalement, non, je décide de passer mon BPGEPS. Donc je fais un an de d'alternance BPGEPS à réparer un peu des bateaux. C'était super sympa dans de la croisière, quoi. Et là, je me dis bon, allez, stop. Là, faut revenir à ce que je faisais avant parce que je me suis rendu compte que je savais même plus utiliser certains logiciels. Et donc, j'avais envie de m'y remettre. C'est dur, en fait, hein, de s'y remettre sur tous les logiciels, parce que les raccourcis ne reviennent plus. Il y a plein de choses comme ça. Et du coup, à la fin de mon alternance, ça dure un an. C'est un diplôme de prof de voile, comme moniteur de voile, donc ça dure un an. Et du coup, là, j'ai commencé à candidater. Je me suis dit, allez, go, je vais voir ce que ça donne, ce que c'est la course au large, la fameuse qu'on entend, parce que de l'Espagne, je travaillais sur des bateaux, certains de course, donc qui étaient pour la Bretagne. Donc, je disais, allez, là, je vais aller voir ce que c'est. Tous les fournisseurs, etc., avec qui on parlait depuis un autre pays, quoi. Et du coup, j'ai candidaté, j'ai demandé des contacts, c'est par Guillaume Verdier. Donc, du coup, c'est marrant parce que c'est Le le même, fameux? celui qui était sur le panneau. Oui. Parce que, en fait, c'était un bateau à lui qu'on a construit. Le premier bateau que j'ai construit en Espagne, c'était un bateau signé Guillaume. Du coup, je connaissais Guillaume et je lui ai dit, moi, est-ce que tu as des contacts? J'ai demandé un peu par-ci par-là, Incidence aussi, la voilerie, parce qu'on bossait avec en Espagne. Et en fait, ils m'ont donné des contacts de team manager, j'ai envoyé plusieurs mails. Après, du coup, j'ai envoyé un mail à Romain, le team manager, qui m'a répondu, bah, pour l'instant, on cherche pas. Donc, j'ai eu 4-5 réponses négatives, j'ai dû envoyer une quinzaine de mails. Et 2 semaines après la réponse de Romain, j'ai eu un appel de Gauthier, du coup, qui est le responsable du BE, qui me dit, bah, en fait, si on cherche. Déjà, j'étais un peu perdue, parce que il cherchait pas avant, il cherche, donc super. Et voilà, je crois ça a mis même pas un mois. Donc en fait, je me suis retrouvée en janvier chez Paprec Arkea. Comment on comment on fait face à des non potentiels quand on décide de se remettre un peu dans le train et même d'en découvrir un puisque là, c'était la course au large? Comment on fait face aux réponses négatives? Comment on se décourage pas? Je le prenais vraiment, j'étais tranquille à Marseille, je naviguais presque tous les jours, j'avais d'autres choses en fait qui m'occupaient, donc en fait je le prenais pas mal, c'était limite, je m'étais dit j'essaye de chercher maintenant pour voir ce que ça donne, et en fait j'avais le temps, quoi, je me donnais 3-4 mois. En fait, je m'étais dit, ce que je veux, c'est la course au large, donc prends 3-4 mois, vois ce que ça donne, et sinon, il y avait des options de chantier. Je savais que Outre-mer, ça pouvait m'intéresser, des choses comme ça. Donc en fait, je l'ai un peu vu comme allez, je me donne 4 mois, je vois si ça passe. Donc en fait, les noms, ça me paraissait juste évident, parce que c'est quand même pas grand une équipe. La probabilité qu'ils cherchent quelqu'un à ce moment-là, parce que c'était quand même des candidatures spontanées, je regardais Stephen Shaft, il y avait pas beaucoup d'offres en 1&D, de toute façon, il n'y en a pas souvent en ingé, quoi. En fait, il y a beaucoup plus des techniciens. Les équipes cherchent plus de techniciens parce qu'il y en a plus. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais je récupérais, ouais,
Après, ça s'est fait même très vite par rapport à ce que je pensais. Faut de l'audace? Je pense que ce qui est le plus dur, c'est de d'oser candidater et de se dire qu'on va être capable de faire ce qu'ils attendent de nous, alors que moi, je me sentais pas du tout au niveau, et je suis contente finalement du poste qui m'a été proposé, parce que du coup, j'avais plusieurs responsables au-dessus de moi pour apprendre, parce qu'en fait, j'avais jamais été dans la course au large, donc on peut pas non plus dire bonjour, je vais être directrice technique, c'est impossible. Même bonjour, je vais être responsable de BE, c'est impossible. Donc en fait, c'était un poste parfait. J'étais ingénieur au bureau d'études avec d'autres personnes, et avec Gauthier pour au-dessus de moi, et Simon au-dessus de moi aussi. Donc il y avait plusieurs personnes au-dessus de moi, disons. Tu as travaillé sur quoi pendant ces quelques mois? Et ben du coup, c'était une phase très intéressante. Je suis arrivée quand ils posaient les premiers plis dans la coque. Du coup, ça a été de la conception. Et donc conception, c'est du plan, du check de plan, de l'échange avec les archis, avec les structuristes, et ensuite la construction à la fin, alors pas manuellement, heureusement pour le bateau, mais plutôt en suivre les gars qui sont en train d'installer les systèmes dans le bateau, donc vraiment la toute fin. Et donc je suis partie une fois que le bateau en fait était arrivé en chantier, enfin dans le hangar de Paprec Arkea. Donc ça, c'était toute la phase de construction, je l'ai vécu, et c'était extrêmement intéressant. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Être devant un ordinateur avec les fameux raccourcis dont tu parlais tout à l'heure ou avoir, les mains dans le cambouis? Dans le cambouis, pas trop. Pas trop, pas trop. C'est pas que j'aime pas, c'est que je sais pas bien le faire. Les autres le font bien mieux que moi. Non, c'est plutôt faire de tout, en fait, c'est ça qui me plaît. C'est justement pouvoir là, c'est ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire j'ai un jour où je fais du BE, du bureau d'études, donc justement des logiciels. Certains les autres jours où je suis au chantier pour aider les gars à construire ce qu'ils ont à construire, pour résoudre des problèmes, appeler des fournisseurs, en fait, faire un peu de tout. C'est ça qui est intéressant, parce que tous les jours devant l'ordinateur, c'est pour ça que j'ai pas fait architecture, je n'aurais pas pu. Mais faire de tout, et ce que j'aime beaucoup, c'est résoudre des problèmes. Essayer en tout cas. On va en parler justement de ta vie d'aujourd'hui, dans l'équipe de Biotherm. Alors contrairement à ce que tu disais, tout à l'heure, hein, maintenant, tu es directrice technique de l'équipe. Elle fait une petite moue, vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Elle fait une petite moue, alors bon, alors OK, tu vas nous expliquer ça mieux. Hem, je me trompe quand je dis ça? Non, 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 c'est le terme. C'est qu'on est une petite équipe. Donc du coup, forcément, je me retrouve avec ce poste qui n'est pas celui qui correspond à enfin, ça correspond pas au même poste dans une grande équipe, par exemple. Mais en fait, justement, c'est ça qui me plaît énormément, parce que du coup, je fais un peu de tout. Et surtout, il y a plein de schémas différents d'équipes. Et là, en fait, ça c'est très bien. Enfin, ce que ont proposé Marine et Paul, en fait, c'est super, parce que en fait, je gère la coordination technique, mais en même temps, au-dessus de moi, j'ai un bot captain avec énormément d'expérience, Marc Lardé, qui du coup, c'est lui qui m'amène toutes les connaissances que je n'ai pas, parce que j'ai aucunement l'expérience qu'il faudrait pour gérer une équipe entière. Et donc, en fait, c'est une bonne dualité. C'est moi, j'essaye d'organiser, coordonner, faire les plans, etc. Et Marc me donne l'expérience que je n'ai pas. Rassure-moi, t'as pas eu le syndrome de l'imposteur? À t'entendre là. Si, 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 carrément, complètement, complètement. Mais c'était juste, ça fait un an que je suis dans la course au large, et je me retrouve là. Donc, si, si. Mais quand on t'a proposé ce rôle-là, tu hésité? Non, parce que de un, c'était pas dit comme ça. C'était dit Le comment? C'était dit, je crois ingénieur, BE quoi, bureau d'études. C'était dit comme ça, et en fait, de toute façon, tout s'est fait sur l'Ocean Race, donc dans une situation complètement pas normale. Donc tout s'est fait, et c'est juste à avancer, et on en est arrivé là, et c'est super intéressant. Mais moi, je vais encore apprendre. Encore. Ouais. Comment tu l'envisages ton rôle justement? Quelle est la patte, Alizée Vauquelin dans ton rôle, dans ton poste? Qu'est-ce que tu entends par patte? Et ben la façon justement dont tu envisages d'avoir,
de faire ton rôle au quotidien vis-à-vis des gens avec qui tu travailles? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu impulses comme, genre de dynamique? Qu'est-ce qui est important pour toi d'impulser comme genre de dynamique? Pour moi, mon rôle, c'est d'organiser et de faire en sorte que tout puisse se faire dans les temps. Donc c'est de la coordination, de la logistique technique un peu. C'est avoir les pièces au bon moment, avoir le bon matos pour les gars pour qu'ils puissent bosser. En fait, moi, mon point de vue, c'est que c'est les techniciens en fait qui ont comment dire l'expertise et en fait, moi, je viens juste tout faire pour que ça marche. En France, c'est assez simple. On a des gros fournisseurs, on a des fournisseurs classiques, on va dire, ceux avec qui tout le monde travaille. On va acheter notre matériel, tout est simple, tout se fait par mail, et on essaye juste d'anticiper. Des fois, on le fait pas bien. Et, et, et après, quand on est à l'étranger, comme sur Ocean Race, bah là, c'est juste essayer de se débrouiller pour trouver ce qu'il faut pour les gars. Et en général, on revient pas avec la bonne chose, mais ils s'adaptent. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment de l'organisation, beaucoup d'organisation. Et trouver sa place, c'est facile aussi? Franchement, dans cette équipe, ça se passe super bien. Il y a vraiment, j'ai trouvé vraiment aucun souci par rapport à ça. Et de toute façon, très souvent, quand on sait pas, on pose la question et ça va dans les deux sens. Enfin, il y a beaucoup de communication. L'important, c'est la communication et nous, enfin, dans l'équipe, ça se passe très bien. Bon, tu as beaucoup parlé de The Ocean Race, hein, forcément, avant qu'on aborde, l'autre grande course de la fin, de 2024. J'encourage d'ailleurs, je l'ai dit en introduction, hein, j'encourage les nos auditeurs à aller regarder, s'ils ne l'ont pas encore fait, les petites vidéos là sur les stopovers. C'est assez, savoureux. Il y en a évidemment quelques-uns qui vous sont, consacrés, notamment, bah, voilà, l'équipe technique. Tu nous parles un peu de ce à quoi ça ressemble un stopover sur un tour du monde avec escale, en équipage? Quelle dose de débrouillardise, d'organisation, d'efficacité, de capacité à improviser il faut avoir? Je pense que nous, on a eu beaucoup d'impro. Peut-être que j'aimerais bien, parce que moi, je suis arrivée en fait à Cape Town. Mmh. Donc j'ai pas anticipé, j'ai pas préparé l'Ocean Race. Donc moi j'ai l'impression que on jouait aux pompiers tous les jours, vraiment tous les jours, sur toutes les étapes. Je crois qu'il n'y a pas eu une étape où on était très tranquille. Donc nous on a essayé de jouer la carte on trouvera une solution. En soi on en a trouvé parce on a fait le tour. Mais le quotidien, c'était vraiment donc le bateau arrivé. Heureusement, on avait de la communication avec le bateau pour savoir ce qu'il fallait amener, parce que ça voulait dire mettre dans les valises tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait réparer. Donc se poser la question si les valises peuvent passer la douane. Aux États-Unis, tout n'est pas évident. Donc on passait des valises pleines d'électronique, de boot, de colle. Enfin, il y avait de tout. Donc déjà, ça commence avant de partir, en fait. Ensuite, on arrive là-bas. Nous, on arrivait avec le boat captain Marc au moins un jour avant l'arrivée du bateau pour aller repérer en fait les endroits où est-ce on achète du matériel, où est-ce qu'on peut faire usiner quelque chose. Donc voilà, on a essayé de faire du repérage. Ensuite, là, le bateau arrive, donc faut gérer l'équipe pour réceptionner le bateau. Et à partir de là, ben, parfois il sortait de l'eau, parfois non, ça dépendait de la taille des arrêts. Et après, là, c'était parti, quoi. Fallait identifier tous les problèmes, essayer de les résoudre, trouver le matériel pour les résoudre. Parfois, fallait appeler à la rescousse des gens. Donc, ça nous est arrivé au Brésil, on a cassé un foil. Donc là, on a dû trouver 3 personnes en plus. Donc, on a recruté en local par des contacts espagnols d'ailleurs. Euh, on a essayé un peu de tout et au final, c'est vraiment se débrouiller, appeler. Des fois, c'est en voiture rouler dans la ville pour chercher ce qu'on cherche, parce qu'en fait, on ne trouve pas sur Internet, donc faut juste rouler et là, enfin, on trouve le magasin d'hydraulique. Donc c'est vraiment de tout et de rien. Pour une partie de l'équipe, c'est gérer où est-ce qu'on va manger, parce qu'en fait, on bosse bien plus de 10 heures par jour, donc en fait, faut nourrir les gens autour du bateau. Enfin, c'est très très intense, et extrêmement intéressant parce qu'on apprend énormément, parce qu'on a une quantité de casses et une quantité de problèmes en fait en 6 mois qu'on a en général sur un circuit normal en peut-être 2 ans. Donc on apprend beaucoup. Nous, c'était un bateau neuf, on était encore en train de réparer des choses du début. Donc c'est extrêmement intense. Tu as un souvenir comme ça de
je sais pas moi, de grosses galères qui s'est bien finie, d'une grande satisfaction au final? Je dirais que la plus grosse galère, c'était Newport. Le bateau arrive, on arrive en week-end, donc j'avais pas géré, erreur, le plongeur le week-end. Il m'a dit non, non, je bosse lundi. Je dis ok, il arrive lundi, il plonge, il me demande une GoPro parce qu'il y a quelque chose de bizarre et en fait, on avait une strate complètement décollée de la quille. Et donc là, on sait qu'il faut sortir le bateau de l'eau. Newport, tout est extrêmement cher. On demande des prix, c'est plus de 15 000 euros pour sortir le bateau. On nous dit il y a le travel lift sinon, mais votre bateau rentre pas dedans. Et du coup, c'est là ça a été ça a été peut-être le meilleur souvenir en délire technique. Du coup, on s'est retrouvé à on a dit on va pas sortir les foils, parce que c'était les foils le problème en largeur. Et en fait, pour le faire rentrer dans le travel lift, c'est une grande grue carrée dans laquelle on fait rentrer le bateau pour qu'il soit tiré par les sangles. Et du coup, bah, on s'est retrouvé à faire plein de calculs de si on quille, c'est-à-dire si on incline le bateau et si on le met en biais, et en plus si on met des sangles entre les foils pour les tirer l'un vers l'autre en fait, donc un truc complètement délirant, de faire flexer le carbone en fait pour rapetisser la largeur, l'envergure du bateau pour que ça rentre dans le travel lift. Et du coup, on a fait ça. C'était super tendu. On a fait ça. En plus, il fallait être à marée haute pour que la quille passe à cet endroit-là. Donc, en fait, ça s'est fait de 7 heures du soir à 7 heures du mat. On a eu 12 heures pour strater, sortir le bateau, strater et remettre le bateau à l'eau. Donc, ça s'est fait une nuit, quoi. J'ai passé la nuit avec un strateux, d'abord toute l'équipe évidemment pour sortir le bateau, puis on a passé la nuit à essayer de réchauffer ce voile de quille parce qu'il faisait évidemment 4 degrés la nuit. Donc faire un four, strater, remettre le bateau à l'eau, tout ça avec ses foils complètement contraints. Et voilà, on a réussi, c'était incroyable. Et ça part cassé depuis. Mais voilà, ça c'est le genre d'expérience parce qu'on n'a pas du tout tout l'aménagement par exemple les grues, etc. qu'on a ici hyper facilement. C'est des habitudes qu'on perd en fait. On a l'impression que tout est facile, mais non. Quand on est dans ce genre de situation, alors la façon dont tu nous le racontes, on est avec toi, hein, je le dis tout de suite. C'est quoi quel est le degré d'urgence, mais peut-être d'excitation aussi dans ces moments-là? Je parle pour toi, hein, personnellement et de soulagement, de satisfaction à la fin. Bah, je pense que sur le moment, on est tellement dans le jus, mais presque pendant toute l'étape, qu'on se rend même pas compte. Là, à ce moment-là, je m'étais rendu compte évidemment de l'erreur de ne pas avoir découvert ce problème avant. Et en fait, simplement, on enchaîne, on appelle, on tourne, on cherche toutes les solutions, on a 5 solutions en même temps. Donc en fait, on n'a même pas le temps de réaliser où on en est et ce qu'on est en train de faire. Aussi, il y avait un sujet de colle, il fallait mettre une colle qu'on n'avait pas, du coup, on s'est retrouvé avec Boeing au téléphone pour avoir leur colle et au final, on l'a eu. Exceptionnel. Ah non, mais c'était n'importe quoi. Et en fait, tout ça, ça fait que même quand on va se coucher juste de fatigue. C'est pas parce qu'on doit aller se coucher parce que c'est l'heure, et c'est pas l'heure, on dort pas. Donc en fait, juste on se couche. J'ai dormi dans la voiture sous le bateau cette nuit-là, et je pense que je m'en suis même pas rendu compte. Et c'est peut-être le moment où le bateau retourne dans l'eau et on voit la quille retourner dans l'eau, strater. Là, on se dit ok, c'est bon. Et là, c'est Paul qui est venu me dire tu vas dormir. Donc il était peut-être ouais, c'est 8 heures du mat et je suis partie dormir. Et là, on réalise un peu en se réveillant, mais en fait, il y a d'autres appels, d'autres problèmes. Et donc en fait, juste on continue. Et c'est plutôt une fois que le bateau repart qu'on s'en rend compte, qu'on est soulagé et qu'on a peut-être du coup aussi le stress qui sort, quoi. Malgré tout, toi, Alizée, tu les aimes comment ces moments-là, justement? Ah bah ouais, je les aime, je les voudrais tous les jours. Euh, je j'adore ça, extrêmement intéressant, socialement aussi avec pour la toute l'équipe, être ensemble, gérer les problèmes ensemble, réussir à pas se prendre la tête entre les gens et au contraire être s'aider et même entre équipes, hein. Ils nous ont énormément aidés, ou même à terre parce que moi je débarquais quand même pas mal, donc même à Lorient, j'envoyais pas mal de messages à mon ancienne équipe qui m'a pas mal aidé. Donc c'était plein de choses j'adore en fait l'effervescence que ça crée. Quand on a, bourlingué pendant une dizaine de mois, à quel point ça aide justement d'avoir, voyagé, d'avoir, côtoyé, d'autres, façons de vivre, d'autres pays, d'autres villes? Quand on se retrouve dans des situations comme ça, quand on se retrouve dans un tour du monde où il faut un bon gros degré de débrouillardise. Est-ce que tu crois que ça t'a aidé toi justement? Moi, quelque chose qui, je pense, m'a beaucoup aidé, c'est les langues, ça aide beaucoup.
C'est vraiment quelque chose que, enfin, moi je suis mi-française, mi-italienne. Donc déjà j'ai ces deux langues et après j'avais Ah, mais d'où l'espagnol. le côté tchatch, Ouais, alors? évidemment, Mais évidemment. évidemment, mais Et bien on n'a pas sûr. parlé nourriture, hein, attention. Parce que la nuit de la quille, on m'a fait manger de la pizza avec du poulet et peut-être de l'ananas, je sais plus. Ah C'était non, mais terrible. non, bah, c'était pas Ah si si, possible. on m'a Ouais, fait ça. t'as dû renoncer à tes origines italiennes, Ah du ouais, coup, c'est pas possible. c'était horrible. Mais et ouais, non non, donc j'ai le français, l'italien, l'espagnol et j'avais un peu le portugais parce que je suis allée 2 fois au Brésil déjà et en fait ça aide énormément. Ça aide vraiment beaucoup. Et ensuite, ce qui aide aussi, c'est juste accepter que on va pas faire des horaires normales, qu'on va pas trouver les choses simplement. C'est juste se dire c'est comme ça en fait. Faut pas rager, faut pas, c'est comme ça. Et c'est ça le défi en fait. Ça fait partie du quotidien. Quel degré de passion et d'engagement il faut? Il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, on vit pour ça. On vit pour le bateau à ce moment-là, même si c'est génial, si on voyage, si on découvre des choses, si entre les étapes on peut voyager. En fait, on l'a vu avec Holcim, ils étaient en vacances, mais ils se sont retrouvés à partir tous à Rio. Donc en fait, on sait qu'on dépend, on est là pour le bateau. Donc oui, on passe. C'est un compromis, mais qui est pour moi génial, mais ça dépend de la situation. Si on a des enfants et si on a envie de rentrer à la maison, c'est pas la bonne situation. Si on est ok avec la situation, si les enfants viennent, par exemple, il y en a qui font ça, si on, bah en fait c'est top, mais il faut l'accepter quoi. On sait qu'on part pour ça, pour le projet. Il en reste quoi de cette, Ocean Race? Pour Pour moi toi? tout, ouais. Déjà pour notre équipe, tout s'est basé sur ça. J'ai l'impression qu'on est basé sur ça et c'est comme ça qu'on s'est unis et qu'on est une petite famille. Et après, pour moi, j'ai juste envie de repartir. C'est ça qui me fait rêver. C'est, ça donne envie de continuer. Et en fait, le défi, j'aime beaucoup le défi justement d'avoir le côté Vendée Globe et le côté Ocean Race. Je trouve que la dualité est top parce qu'il y a quelque chose de très. Le Vendée Globe, c'est un grand défi, tenir longtemps, etc. Et en fait, tout ça, on le valide sur l'Ocean Race. Donc moi, je trouve ça super complémentaire et ça me donne envie juste de recommencer un cycle. Le Vendée Globe, quel défi? Tu l'appréhendes comment? En fait, moi, j'ai jamais vécu de Vendée Globe en travaillant dans une équipe. Ça me fait bien peur parce que on a fait un tour du monde, mais quand je vois tout ce qu'on a réparé à chaque étape, je me dis waouh, maintenant il va devoir faire ça tout seul. Enfin rien réparer, c'est-à-dire faire le tour tout seul, sans qu'on vienne l'aider à plusieurs endroits. Après, ça nous a beaucoup appris, donc je pense que on a un bateau éprouvé au maximum. En tout cas, on a fait le max pour tout savoir de ce bateau, et on va encore en découvrir là. Mais ouais, ça me fait peur parce qu'un premier comme ça, c'est dur. C'est heureusement il y a Marc, le boat captain, qui en a fait un bon petit paquet. Faut pas que je dise un chiffre trop haut parce qu'après il va dire que je dis qu'il est trop vieux. Mais il en a fait vraiment beaucoup, donc heureusement ça nous rassure beaucoup. Mais moi ouais, ça me fait bien peur. Ouais. L'idée de se dire ok, tout ce qu'on valide maintenant, c'est ce qu'on valide pour le Vendée quoi, et pas se tromper sur une pièce et le jour où on reçoit le message de Paul qui nous dit ah telle pièce a cassé et en fait c'est de notre faute, bah ça c'est dur. Quand on est à ton poste justement, quel genre de lien on a au quotidien avec son skipper, en l'occurrence, Paul Meillat, et qui plus est à quelques mois d'un tour du monde en solitaire? Hem, les discussions, les rapports sont de plus en plus, resserrés au fur et à mesure que la date approche. Toi, tu as Paul il est besoin de spécial. ça, Ouais, toi, tu es ouais, Paul est spécial, je dirais. Assez spécial. Il sait ce qu'il veut. Donc, ce qui est bien, c'est que ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on essaye de faire des réunions entre nous avec votre capitaine et les responsables de chaque système. On arrive à des conclusions et là, on l'amène à Paul, des conclusions ou des options. Et en fait, Paul va trancher très rapidement. Ça, c'est super intéressant. Donc, c'est des échanges, c'est vraiment rapide et ça va au but, parce qu'il sait où il va. Donc, c'est plutôt beaucoup de questions, beaucoup de validation de choses avec lui. Et ensuite, je pense que la phase de navigation, parce que là, on a décidé des choses, c'est bon. Donc là, là, on échange un peu, mais pas énormément. Et je pense par contre que quand il va commencer à renaviguer avant la course, avant de partir aux États-Unis, là, il va y avoir beaucoup d'échanges pour réussir à mettre au point le bateau comme il faut. Mais c'est assez spécial. dans ton quotidien, c'est quoi ta plus grande satisfaction? Que ça se passe bien, qu'on arrive à
moi, je suis contente quand en fait, on arrive à faire ce qu'on veut et comme on l'avait prévu. Je dirais quand ça fonctionne, quand l'organisation fonctionne. Enfin, c'est pas dans le quotidien, mais c'est ma satisfaction, c'est quand le bateau part en course, en fait, je pense. C'est une satisfaction qui est pas quotidienne, mais qui résume le quotidien de tous les autres jours. C'est quand on le voit, et ça sur l'Ocean Race, on le voyait beaucoup, en fait, parce qu'il partait souvent. Et donc, tous les départs, on se dit, ouf, putain, on a réussi. J'ai dit un gros mot là, mais C'est pas grave. on a réussi, quoi. Donc je pense que c'est ça la satisfaction, c'est de voir le bateau partir en course. Ça peut faire monter les larmes? Mais moi, je pleure que sur des trucs bêtes comme un film. Non, je pense pas. Mais ça fait un énorme soulagement. Et après, on a un peu peur de son téléphone et de WhatsApp. Comment tu t'imagines, la veille du départ du Vendée? Au Sable d'Olonne, en hiver, avec l'envie qu'ils partent, je pense. Et Paul est aussi très comme ça. Là, la veille, même l'avant-veille, il a envie d'être déjà en mer. Donc, je pense que la veille, on a juste envie qu'ils partent, quoi, et qu'ils soient loin, et que ça marche. Donc, on est dans l'attente. Tu te sens forte de quoi aujourd'hui? Après, toutes ces expériences qu'on a évoquées? Je dirais que c'est juste la, 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 la chance d'avoir vécu tout ça, d'avoir pu expérimenter tout ça, d'avoir mis un grain dans le système, avoir essayé une petite graine là et d'avoir essayé de solutionner les choses et de faire avancer un bateau. C'est vraiment juste d'avoir participé avec un groupe à un défi. Je pense que c'est ça qui est satisfaisant. Bon, est-ce que tu leur as déjà fait un vrai plat italien à toute ton équipe là? Je leur ai beaucoup critiqué quand ils mettent du fromage sur le poisson, quand ils mettent de l'emmental dans les pâtes. Là, j'ai un tiramisu au frigo qu'il faudrait que je le ramène. Mais ouais, je pense que quand même, j'aurais fait goûter des trucs, hein. Si, si, mais après, sur le tour du monde, on cuisinait pas beaucoup. Mais je leur dis les pizzas qui sont bonnes, celles qui sont pas bonnes. On essaye de, d'avancer, quoi. Mais si, si, ils ont bien compris que je suis assez insupportable sur la nourriture. Mais oui, je ramène de la nourriture La vraie bonne italienne. nourriture italienne. Ah, évidemment, évidemment. Comment tu te projettes dans les prochaines années? C'est quoi les choses encore à aller découvrir? Bah justement, c'est la question, je me la pose souvent. J'ai envie de retourner voyager. En fait, j'ai l'impression que j'aime bien vivre en étant à 200% dans un projet et ensuite déconnecter totalement, mais pas pendant un mois, pendant plus. Donc je sais que là, je me pose déjà la question par rapport au programme de l'offshore, enfin par exemple tout ce qui est MOCA, comment je peux caler 8 mois de voyage, quoi. Donc je me pose la question. C'est vrai que ça, c'est une vraie question de comment alterner pour avoir un équilibre. Mon équilibre, c'est plus ça, j'ai l'impression. Là, j'ai envie de faire le Vendée Globe, enfin, d'être dans l'équipe pendant le Vendée Globe, et ensuite j'ai envie de déconnecter, de partir avec le bateau et être dans des criques à rien faire. Donc c'est un peu dur de s'imaginer comment, parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a une Ocean Race Europe, il y a une Jacques Vabre, il y a une Route du Rhum. À un moment, faut penser à soi, et je pense avec les deux choses, j'ai un bon équilibre, donc il faut garder les deux. Donc on Justement, verra. c'est ce que j'allais dire, ton équilibre a l'air de se trouver là. Ça te nourrit, comment justement? En fait, je trouve que quand on est dans un projet comme ça, on pense tout le temps au projet. Et moi, par exemple, déconnecter le week-end ou une semaine de vacances, je déconnecte pas. J'ai quand même le bateau en tête. Donc c'est pour ça que je trouve que l'équilibre, c'est travailler à fond, faire le projet entièrement, et ensuite, par contre, déconnecter enfin que personne ne compte sur moi. Mais je suis sûre que ça va se faire en fait. Il y a des moyens de le faire à des moments des projets. Ça dépend. Les projets, de toute façon, ça va, ça vient. C'est on verra comment ça se trouve, mais ça se trouvera, et je pense que le besoin à un moment fera que ça se fera, quoi. Le besoin de se ressourcer, en fait, d'aller se remplir d'autres choses. Ouais, c'est ça, déconnecter, parce que là, en fait, surtout en vivant en Bretagne, dans ce petit monde que moi j'ai découvert, du coup, parce que je suis bordelaise, j'ai vécu en Espagne, j'ai jamais été dans ce petit monde, même si je venais ici en vacances quand j'étais enfant, mais on est quand même sur quelque chose où tout le monde est entre soi, on est à la base.
On voit tous les soirs les personnes du monde de la course au large. Bon, on leur envoie des mails la journée. On travaille avec, on voyage avec, parce que quand ça part aux Antilles, ça part à New York, on part ensemble. On est tous ensemble dans l'avion, dans l'aéroport. Enfin, c'est un microcosme qui est très intéressant. C'est marrant de le voir et de le vivre, mais en fait, des fois, quand on voit des gens externes et quand on est dans une auberge de jeunesse au Vietnam et qu'ils lui disent qu'est-ce que vous faites dans la vie, je dis je travaille dans des bateaux à voile. D'accord, vous faites quoi? Ben en fait, le but c'est de faire le tour du monde en solitaire et ils nous disent ben pourquoi vous faites ça? Et en fait, c'est ça qui est trop intéressant, c'est un moment de se déconnecter, de reculer à fond et se rendre compte qu'en fait on est dans un petit monde et qu'il y a plein d'autres choses à découvrir et faut sortir un peu dézoomer pour se rendre compte. Oui, mais la balance, finalement, fait que l'un se remplit de l'autre. Carrément, carrément. Et j'aimerais bien quand même que ça s'élargisse internationalement parlant. Ça, je pense que ça serait tellement bien d'avoir des équipes qui se basent ailleurs. Évidemment, il y a des Japonais, des Allemands et des Italiens, mais ils sont ici. Donc je me demande est-ce qu'un jour ça pourrait s'ouvrir et vraiment être plus international, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, allez, les prochaines semaines? On va pas voir trop loin encore. Que les prochaines semaines, ça va, que tout se passe bien au chantier. C'est le seul moment où on n'est pas dans le rush, parce qu'on n'a pas encore compris qu'on l'était. Peut-être que là, on commence à le comprendre, de bien dormir, bien manger, tout va bien, et c'est après que ça va se compliquer fortement. Oui, mais c'est ce qui est excitant aussi. Ah, complètement. Mais là, c'est la petite pause, chantier, horaire normal. Là, c'est presque le meilleur moment. Ouais. En même temps, on t'a entendu, hein, on sait aussi que ça va te plaire les mois qui arrivent. Complètement. C'est le meilleur moment pour le corps et l'esprit, mais en fait, c'est ce qui est censé être le meilleur moment. Mais non, ce que je préfère, c'est quand il y a du stress et qu'on n'arrive pas à dormir. Ouais. Merci beaucoup, Alizée. Merci Merci. pour ton temps. Merci d'avoir été l'invitée de Navigante. Et puis, on te souhaite une bonne préparation de Vendée Globe avec votre beau biotherme et avec Paul Meillat. Ben, merci beaucoup pour l'accueil. Merci, Alizée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.